me retrouve donc avec un gars qui fait partie du réseau Al-Qaïda. Je ne dors plus. J'ai dormi pendant plus de 15 ans, 2 heures par nuit. La détention à 20 ans, erreur de jeunesse, c'est très dur à cette période-là. Cet emprisonnement et ce manque de liberté a généré en moi en fait, cette envie de partir à l'aventure. 5 ans d'interdiction de quitter le territoire qui sont très brutales. Après les 5 ans, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Je pars aux États-Unis, je pars avec 500 balles en poche, j'ai rien, je suis perdu dans les Everglades, j'ai dû survivre pendant 12 jours sans manger. Je me suis fait piquer par un scorpion dans le Grand Canyon, je me suis fait tirer dessus au Mexique, enfin en fait, vraiment rien de normal. Quand tu sors, c'est quoi ton projet ? Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast, audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Hello Laurie. Salut. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. On a pour habitude de ne pas présenter les invités et on va continuer avec cette habitude-là. Par contre, cette saison, on pose une question à absolument tout le monde qui commence ce podcast comme ça, qui est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter, qui finalement se révèle être un super atout dans ta vie. Raconte-nous tout. Sans hésiter, c'est la détention à 20 ans. Erreur de jeunesse, mais qui m'a considérablement servi par la suite, puisque c'est ce qui a créé aussi cet emprisonnement et ce manque de liberté, et c'est ce qui a généré en moi en fait cette envie de partir à l'aventure. On va partir du postulat que les gens vont te découvrir, même si on sait déjà qui tu es. On a déjà vu, on a pu te voir dans pas mal d'endroits, dont un où moi je t'ai découvert il y a quelques temps, qui était 7 à 8. Yes. À ce moment-là, qui était un hyper beau portrait. Merci. De toi. La détention, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je suis un garçon très violent. Je survis déjà dans un climat familial très dur, très rude, avec un père très absent, très violent. Et ce qui fait que l'ascension dans la délinquance était un schéma un peu tout tracé. C'est là que j'ai fait mes armes, et puis à un moment donné, je me suis fait attraper. Je me suis pas fait attraper, je me suis carrément rendu au commissariat pour une attaque à main armée en bande organisée. Ok, c'est le haut niveau de la grosse bêtise, quoi. Ouais, on est sur du petit banditisme. Ok. Quand tu dis violent au niveau de tes parents, au tout début, quand t'es petit, c'est quoi le contexte ? Quand je suis un gamin, moi déjà je suis exécrable. T'habites où ? J'habite à la campagne, j'habite vers Bordeaux, je suis né à Pessac. De ce qu'on me dit, je suis un gamin hyper actif, donc je cours partout, je suis insaisissable, dur, je fais 1 million de conneries. Je pense que c'est ce qui est difficile pour mes parents, qui viennent de 2 origines complètement différentes. Mon père, il vient d'une très grande fratrie de ces familles où il y a 12 frères et sœurs, donc voilà, un peu catho sur les bords. Alors que ma mère, elle vient des bas-fonds de la cité, éduquée avec un père garagiste, donc beaucoup plus rural, on va dire. Et c'est un choc des origines qui se rencontrent. Et puis à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. Ils ont 3 enfants. Moi, je suis l'aîné d'une fratrie de trois garçons. Et donc je sais que le départ n'a pas été simple parce que mon père n'a pas eu de père, donc il n'a pas eu d'exemple, et que ma mère avait des parents très borderline, on va dire. Et de fait, j'ai grandi dans un climat où ma mère s'est dirigée vers l'art et mon père s'est dirigé vers les métiers manuels. Et ça s'est rapidement scindé. Et c'est ce qui a aussi créé une certaine distance avec les années dans leur relation. Quand tu dis, alors je vais te le dire tout de suite, on a un début de vie qui est, quand tu m'as dit ça, je me dis, il va pas me dire que c'est l'aîné et qu'il a 3 frères, parce que je suis l'aîné et j'ai 3 frères, et le contexte familial est possiblement quasiment le même. Ça va être très drôle. Je pense que ça va être aussi une interview qui va aussi être hyper intéressante pour moi. Quand tu dis violent, ça veut dire que il se passe quoi ?
Moi, je suis enfant battu, hein, donc c'est un peu plus que de la violence. Voilà, hein, ça va vraiment à la correction, quoi. À la correction, donc voilà, hein, c'est comme ça que j'ai fait mes armes, moi, face à un père violent, mais Ouais. vraiment, je lui en ai jamais voulu particulièrement. Tu savais que ça l'était? Tu savais que c'était, en fait, question bête, mais tu savais que c'était violent, mais est-ce que t'avais conscience que c'était pas normal? En fait, non. Je pense que pour moi c'était normal de recevoir des grosses branlées parce que j'étais vraiment mais affreux, que je faisais vraiment beaucoup de bêtises, que j'étais ingérable, voilà. Et je le répète, je pense que c'était très dur pour mes parents. Moi, Ouais. je suis maintenant moi-même parent. Je n'imagine pas du tout avoir un gamin comme moi. Donc non, ça paraissait normal de se faire corriger, de se faire attraper, de se faire punir, et puis d'une manière ou d'une autre de subir les conséquences de mes actes. Donc ça m'a jamais dérangé. L'école, forcément, avec un tempérament comme ça, si c'est dur pour les parents, Exécrable. ouais. C'est-à-dire que ça L'école, veut je dire suis quoi? nul. Je suis nul, c'est pas fait pour moi. J'ai pas le brevet des collèges encore à ce jour. J'ai arrêté, je crois, les classes en quatrième après avoir fait 2 sixièmes, 2 quatrièmes. Je suis viré de tous les collèges de France. Je suis vraiment exécrable. Euh, au, au- à- et- Bagarre, sûrement. Ouais, bah oui, bagarre. le- Bagarre, commissariat, vol, déjà arrestation, la totale, hein, vraiment, on y est. Et surtout, c'est ce qui me vaut mon départ en pré-apprentissage. Donc, j'ai même pas l'âge légal pour partir en apprentissage. À 14 ans, je crois que je pars directement faire des premiers stages dans le bâtiment, suivre un petit peu le chemin de mon père, puisqu'il y avait que ça qui pouvait s'ouvrir à moi à cette époque-là. Tes deux frères, comment ça se passe Euh, pour eux? Relation très fusionnelle avec mon second, Simon, 18 mois d'écart. J'ai à peu près fait 95% de mes conneries avec lui. Et le dernier, 6 ans d'écart avec moi, donc plus distant. Et la vie a fait que nous avons tous reçu une éducation différente. Moi, j'ai été donc en tête de liste, le premier. J'ai reçu pour tout le monde, dans un sens comme dans l'autre. Ma mère qui a évolué dans la psychologie. À cette époque-là, pour devenir thérapeute, il fallait soi-même suivre une thérapie, donc beaucoup d'expérience sur ses propres enfants pour voir où c'est que ça allait la mener. Dur. Moi, j'ai grandi avec la violence psychologique, avec la violence physique, pardon, de mon père, et j'ai évolué avec la violence psychologique de ma mère. Mon frère Simon, il a le cul entre deux chaises, très violent, mais à la fois très psychologique. Et le dernier, 100% éduqué par ma mère. Donc pas du tout dans le bâtiment, pas du tout dans la violence. Un garçon très calme, très posé, qui est prof des écoles. Donc rien à voir avec les deux premiers. T'as envie de faire quoi, toi, Laurie, quand t'es plus jeune, comme ça? C'est quoi ton rêve, en tout cas, c'est quoi ton objectif? Bon, à cet âge-là, je pense que comme tout le monde, je veux être ou pompier ou Père Noël, un des deux, je pense. Un truc en rouge, en tout cas. Un truc en rouge, ouais. Non, pas vraiment d'idée. Franchement, je me pose pas de questions, je me projette pas assez. Et j'ai pas cette maturité à cette époque-là pour me dire je veux devenir cette personne. Il y a une énorme différence entre être hyper turbulent et faire des conneries et commencer à faire de la délinquance, si on peut utiliser ce terme-là, qui est pour commencer à rapidement parler de à quel moment ça switch de t'es juste un enfant chiant qui fait énormément de conneries à un enfant qui fait des conneries qui commence à devenir pénalement répréhensible. Je pense qu'il y a un chemin qui se fait assez naturellement, qui est la amis. rue, les conneries. En fait, ça monte, les amis, les rencontres, et puis cette volonté de toute manière, moi, d'être hors circuit légal. Donc ça commence, mon père disait qui vole un œuf vole un bœuf, je pense qu'il avait pas vraiment tort. Mon père il disait la même chose. Et donc finalement c'est comme ça que ça s'est passé, hein. J'ai commencé par un œuf et puis ça a augmenté et puis à un moment donné on arrive au bœuf. Est-ce que t'as eu je suis obligé de la partager avant que tu la dises, parce que sinon ça va être chiant, ce que je veux dire, putain. Est-ce qu'il y a eu la fameuse phrase de menteur, tricheur, voleur? Oui, ouais. Là, cette fameuse. Ça, j'ai beaucoup eu. Ben, je pense que ça vient d'une certaine génération aussi. Ouais. Hein. Nos parents étaient éduqués d'une certaine manière. Ce côté un peu cato, on tombe pas le pain sur la table, machin, plein de trucs un peu, on se tient droit, pas de musique et tout. Enfin, c'est un peu cul serré, quoi. Ouais. On va se le dire comme ça. Ouais, moi,
hors sentier, battu. Voilà, je suis vraiment en roue libre et c'est une ascension assez fulgurante en fait dans un milieu qui me plaît. Puisque déjà on gagne beaucoup d'argent, parce que j'aime ce côté ne pas être dans les règles, j'aime ce côté un peu adrénaline qui me fait du bien, et c'est le seul exutoire que je trouve à ce moment-là. À quel moment, je suppose, peut-être à tort, mais que ça passe par la vente de produits illicites rapidement, c'est le truc le plus rapide à faire. Ouais. Recel, vol, stupéfiant, ça c'est les premières grosses conneries. Et après, c'est un petit peu une ascension, puisque on va passer sur du petit banditisme, donc là escroquerie, vol avec armes, moi séquestration. Donc là on monte vraiment d'un cran. Moi c'est les chemins que j'ai empruntés malheureusement, et je ne me suis fait arrêter que pour une de ces choses, donc donc je m'en suis quand même bien malin sorti. quand même. Ouais. Et puis je me suis rendu, ouais, c'est surtout ça. Moi je me suis fait dénoncer par mes camarades d'époque. Forcément, on va y venir, mais il y a des éléments qui peuvent être aussi intéressants sur le genre comment ça se passe. Genre, est-ce que tu, là, avec un peu de recul, tu vois là où les rencontres qui ont fait que finalement. Je crois que j'avais envie d'y aller de toute manière. Okay. Donc là où les rencontres n'auraient rien changé, je me suis choisi mon milieu en fait. J'avais envie d'aller dans cet univers-là, j'avais envie d'aller dans cette dimension. Ça a fonctionné en fait. Ça n'avait pas été l'un, ça aurait été l'autre. Donc je crois pas que je puisse en vouloir à mes rencontres qui m'ont complètement influé. Évidemment que ça a joué, mais j'étais très déterminé déjà à être un gars de cet univers. C'est que moi je sais exactement le jour où ça aurait pu terminer comme ton histoire. Je le connais. Je connais le jour. Ouais. Pour la petite histoire, moi, je faisais du breakdance et mes potes faisaient beaucoup de choses que tu étais en train de dire. Et un jour, on m'a dit, vas-y, Roger, viens, on va cambrioler. On va voler des voitures. Ok. Le standard, le classique. Tu vois, Et ce jour-là, je suis avec un de mes frères, avec mes deux autres frères. Et on était à fond dans le breakdance et tout. Et là, ça fait... je réfléchis, on avait nous un battle le samedi après-midi, un battle de danse. Et là, je dis, non, j'y vais pas. Non, on n'y va pas. Et nos potes, vous avez raison les breakdance, vous appelez les breakdance. Vous avez raison les breakdance, restez ici, vous avez raison et tout. Sur les 3 voitures qui volent, il y a 2 voitures qui se font choper. Ils ont fait garde à vue, GAV, le cas classique, ouais. Qui fait que finalement, si j'avais eu cette garde à vue, en fait, tout mon parcours de ce jour-là, ça m'a empêché de devenir steward, ça m'a empêché de rentrer dans les clubs de vacances, en fait, tout le parcours ce jour-là, ouais. Tu vois, genre, je voulais savoir s'il y avait s'il y avait ce parcours-là, il faut savoir s'il y avait un élément clé où tu te dis, si ce jour-là, il n'y avait pas eu ça. Non, je pense que l'élément clé vraiment, c'est il y a un moment déclencheur effectivement qui est qu'à un moment donné, mon père s'en est pris à mon frère Simon, et c'est là que je suis intervenu, et donc là, c'est parti en grande menace. J'ai quitté le foyer familial, j'avais 17 ans, et là, c'est l'ascension pure et dure puisque je vis dans la rue et tout, donc là, il faut se débrouiller vraiment pour manger. J'ai fait 1 an à vivre dans des squats, donc vraiment là il faut charbonner très fort pour s'en sortir, et je pense que ça a été le tournant qui m'a propulsé vraiment dans cet univers là. T'as 17 ans dans les squats, ça partout en France, ou tu étais resté dans le... Non, essentiellement à Bordeaux, avec les gars de quartier quoi. Comment donc en fait tu travailles jamais vraiment, ou tu trouves quand même un travail Pas vraiment, je trouve pas vraiment de travail légal jusqu'à la sortie de la détention où je suis obligé de travailler. Parce que à partir de quel âge tu vas en détention ? Moi, je vais en détention à 19 ans, je sors à 20 ans, et donc à la suite de quoi j'ai 5 ans d'interdiction de quitter le territoire, donc c'est quand même très long, où je suis assigné à domicile avec un bracelet électronique, où je suis donc obligé de suivre un cycle de réinsertion, et qui est très dur. Puisque moi je me suis attaqué à une personnalité publique de l'époque, donc tu peux nous en parler ou pas de ce qui s'est passé ? En fait c'est classique, c'est juste que je décide de m'en prendre à une personne qui était assez aisée financièrement, pour la soulager, comme dirait Robin des Bois, et finalement tout se passe bien
dans le fait que ça se passe mal. Et donc on séquestre une personne avec arme et on lui soustrait tout ce qui est possible de voilà, lui soustraire. Tout ce qu'on devait lui soustraire. Et ça me vaut en fait une incarcération assez stricte. Mais à cette époque-là, il y a une histoire qui avait été mis sous le feu des projecteurs avec Sarkozy, son fils qui se fait voler le scooter et il déploie des moyens drastiques, de la BAC, de la scientifique et tout. Et donc moi je passe juste après cette histoire, donc ils peuvent pas trop faire la même chose même s'ils utilisent les mêmes moyens, mais du coup ils peuvent pas me sanctionner très fort sur la charge pénitentiaire. Et donc en fait là où je mange c'est sur l'après. Je mange sur les 5 ans d'interdiction de quitter le territoire et là c'est très très strict. Bracelet électronique pendant 1 an, tout est très compliqué, tout est très dur et tout est vraiment fait dans le système pour que j'en chie et ça marche très fort. Et donc en gros au total ça fait pratiquement 6 ans à jamais avoir voyagé à 25 ans. Forcément il y a l'étape prison. La prison ça se passe comment ? Très mal. D'ailleurs, j'en ai parlé pour la première fois, donc c'est ce que je te disais avant. J'ai enregistré ce fameux podcast qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Destin, qui est en collaboration avec une grande radio. Je sais pas si on peut la citer. Bien sûr. Mais fais-toi, voilà, fais-toi plaisir, fais-toi autant avec énergie. Et pour la première fois, je reviens sur l'épisode de l'incarcération et je parle vraiment de comment ça s'est passé, de l'intérieur, comment j'ai vécu et en fait comment cette case prison a considérablement changé ma façon de vivre. Puisque à la suite de cette incarcération, je subis plein de choses, pas personnellement, mais en fait je fais face à d'autres détenus qui ont fait sauter des métros à l'époque de Madrid, donc il y a des gens qui ont fait des attentats, enfin il y a plein de gens, le système carcéral il est très très mal fait. On peut avoir un mec qui a eu un accident avec une personne qui a fait un Brinks et qui a tué 2 convoyeurs de fond, donc c'est très difficile quand on est en mandat de dépôt, ce qu'on appelle, c'est que on est en attente de jugement et dans cette période-là il peut y avoir tout et n'importe quoi au même endroit et donc c'est très dangereux. Surtout en France où en fait une personne qui n'a pas à être ici se retrouve avec une personne qui est vraiment un grand bandit, un voyou et donc là c'est très dur à cette période-là et ça crée beaucoup de dysfonctionnements dans mon corps, notamment je ne dors plus. Là il faut savoir que j'ai 36 ans. Et c'est la première année où je réussis à dormir correctement. Ce qui veut dire quoi ? Mais j'ai dormi pendant plus de 15 ans, 2 heures par nuit. Ok, physiologiquement parlant, ça, c'est quoi les conséquences ? Moi, je suis devenu donc insomniaque. Ça a été très 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 dur, donc là ça va mieux, j'ai beaucoup été suivi, j'ai dû faire des cures de sommeil, j'ai dû passer par plein de protocoles différents pour réussir à retrouver en fait un schéma de vie normal, mais ça m'a pris énormément de temps, qui m'a considérablement servi dans mes expéditions, puisque très peu dormir en fait a été un atout incroyable pour survivre face à tous les éléments, mais à côté de ça, dans la vie de tous les jours, ça a été très très dur, tout simplement puisque je vis pratiquement 24 heures sur 24 et 2 à 4 heures par nuit pendant 15 ans. Forcément, il y a plein de troubles associés, notamment l'agacement, l'épuisement physique qui arrive beaucoup plus vite. Il y a plein de choses la nervosité, la fatigue, le fait d'être irritable. Oui. Donc plein de choses comme ça, et donc cette case m'a bien changé sur plein de choses, même si j'en retire pas un mauvais souvenir parce que pour moi c'est une expérience comme une autre, finalement, même si elle était très dure, c'était qu'une parmi tant d'autres. Donc je l'ai pas vécu ni comme un échec, ni comme une gloire, ni comme une réussite, ni comme quoi que ce soit, mais je me suis fier à moi-même et puis j'ai continué à être l'homme que j'étais, et c'est juste que ça a été un élément douloureux parmi 1 million, encore une fois. Forcément, on va parler de la suite de tes expériences, de ces expéditions aussi également. Mais je vais rester sur la prison. C'est quoi ? Parce qu'en fait, avant la prison, tu dormais ? Ouais. Et donc en fait, forcément, est-ce que tu sais ce qui a fait qu'en prison Ah oui, je sais ce qui a fait que ça a briqué, oui, bien sûr. Et c'est quoi ? Il faut savoir que les détentions, moi je suis dans une prison à cette époque-là qui est Mérignac, qui est une des prisons les plus surpeuplées de France. Il y a pas de carreaux vitres, c'est des bouts de bâche qui sont collés avec du dentifrice, et on voit les arrivées. Moi je suis du côté, on voit les arrivées, donc ça veut dire qu'il y a la cour qui est devant, et au loin
après les murs en béton, il y a les arrivées. Ce jour-là, il y a quelque chose d'assez incroyable puisque GIGN, hélicoptère, des gyrophares dans tous les sens et tout. Quelqu'un arrive, donc il va être déposé en mandat de dépôt ou dans la détention ou dans la prison où je suis. Quand on est à la fenêtre, moi je suis au 5e étage, je me dis oula, putain, c'est un gros client celui-là. Je sais pas pour qui il est, mais à mon avis, c'est costaud. Finalement, il est pour moi. Moi, je suis dans une cellule en fait qui est au-dessus de la salle des machines, donc nous sommes 8 dans la cellule. Et je me retrouve donc avec un gars qui fait partie du réseau Al-Qaïda et qui a donc fait sauter les métros à Madrid pour lesquels il y a eu 200 morts. Forcément, ça aide pas vraiment à bien dormir. Donc moi, je deviens un peu parano pendant la détention et je dors avec une boîte de conserve sous mon oreiller. Et pendant un très long moment, en fait, je dors plus du tout. En fait, on peut tout imaginer de ce type de réseau qui puisse se faire évader, qui puisse se faire péter la prison. Enfin, il peut tout se passer, quoi. Vraiment, c'est très extrême. Donc, je ne dors plus pour ma propre survie. Et puis, finalement, ça s'est jamais réinstallé après ça. Les autres détenus, ils sont dans le même état? Moi, je sais pas si vous aviez. On a peu de contacts. Je sais pas comment ils s'en sont sortis. Mais genre au moment où vous êtes tous ensemble. On sait que c'est un gros client quand même. Hein. On parle de quelqu'un qui a potentiellement participé à un attentat qui a tué 200 personnes. Donc c'est pas rien. Okay. Il y a même pas un peu dans une sorte d'entraide où on se check ou à ce niveau-là, il y a pas. Non, c'est un peu chacun pour sa gueule en prison. Ok. À part quand vraiment tu restes très très longtemps, je pense que tu crées des liens, mais moi c'était pas mon cas. Quand tu sors. C'est quoi ton projet? Mon projet, c'est réussir à me réinsérer, parce que je me suis jamais vraiment inséré. Donc, déjà, il y a 5 ans d'interdiction de quitter le territoire qui sont très brutales et qui continuent. Hein. 1 an de bracelet électronique, hein. Tu peux sortir de 9h à 17h, auquel cas tu dois être assigné à domicile. Donc ça, c'est très dur. Tu dois signer au commissariat le matin et le soir. Tu es suivi par une éducatrice, par un psychologue. Donc il y a tout un processus sur lequel là, ils ont mis le paquet et qui est extrêmement lourd. C'est pire que la prison? Ah oui, c'est pire que la prison. Ah, c'est pire que la prison. Et c'est ce qui fait que ça continue sur ma liberté et qui devient en fait finalement un fil, un lien, cette privation qui commence à grandir crée ce manque de liberté. Il se passe pas grand chose pendant 5 ans. J'essaie de faire des petits boulots à droite à gauche pour rester dehors, sinon je suis donc réincarcéré. Et puis là, pareil, hein, plein de troubles associés. Je deviens un peu agoraphobe. La foule me dérange énormément. Je me désociabilise de plus en plus. Et finalement, je me sens bien que seul, loin de la ville et loin des gens. En fait, c'est limite, dans la manière dont moi je l'interprète dans ton explication, limite la prison à côté, c'était facile, quoi. Ouais. C'est genre, à aucun moment j'aurais pu imaginer. Ouais. Ça, franchement, ça mérite, ça pourrait mériter 1h30 de conversation. Voilà, j'en ai longuement parlé dans ce fameux podcast et tout. Donc voilà, je parle de tout ça en détail, de qu'est-ce qui m'a sauvé, qu'est-ce qui m'a permis de survivre dans un endroit comme celui-là, les galères que j'ai eues, le temps que ça a duré. Mais c'est un passage de ma vie qui est assez prenant. Mais finalement, le plus dur, presque psychologiquement parlant, c'est ouf. Ouais, en fait, la problématique, c'est que l'emprisonnement continue d'une autre manière, et c'est ce qui a créé cette distance avec la société, pour moi. Parce qu'en fait, finalement, t'es comme si t'es là. T'es emprisonné dehors. Mais t'es pas là, en fait, ouais. Alors que dedans, t'es dedans, au moins, il n'y a pas de problème. Ouais, là, t'es dehors, on te permet de toucher quelque chose du bout des doigts sans jamais pouvoir le saisir. Donc, c'est d'une frustration immense. Tu peux aller travailler, mais il faut que tu rentres chez toi à telle heure. Tu peux aller ce week-end-là demander une permission pour aller dans cette ville, mais elle va t'être refusée.
tu peux faire des choses, mais ça fonctionne pas, et donc c'est très frustrant, et ça nourrit cette dimension en fait de colère et de frustration par rapport à cette société qui s'est vraiment jamais remis. Et après quoi, en fait, quand j'ai voulu vraiment me réinsérer en montant une boîte et en devenant un entrepreneur et en me disant je vais me racheter, je vais devenir un bon gars, je vais payer ma dette à la société une bonne fois pour toutes après tout ça, bien des années plus tard, et où je réalise une entreprise qui fait énormément de chiffres d'affaires, j'embauche, mais je me rends compte que je suis de nouveau emprisonné dans un autre schéma. Et en fait, même en étant à mon compte, je suis donc prisonnier de l'État, prisonnier des charges, prisonnier de ce que j'ai créé, et en fait, ça continue tout le temps dans ce système, et qui, encore une fois, a nourri cette volonté de partir à l'aventure. Le fait de vouloir, là pour de vrai, au début, insertion, pas du tout envie d'insérer dans la société. Qu'est-ce qui fait que t'as envie de le faire? Je le fais pas. Mais en fait, d'avoir au moins l'envie d'essayer de. Ah non, mais j'ai pas envie. Ouais. Encore aujourd'hui? Ah oui. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Je suis un homme des cavernes, je suis brutal, j'ai pas vraiment envie de parler aux gens. Ça m'intéresse pas. J'ai un peu de chance, tu es en train de me dire. Non, mais je suis pas. J'ai pas spécialement. Et pire avec les années, surtout maintenant après avoir fait tout ce que j'ai effectué, après avoir voyagé, après avoir monté des missions extrêmes, après avoir survécu dans plein d'endroits du monde et tout, clairement, l'humain en règle générale me fait terriblement chier. Ça veut dire que une fois que c'est 5 ans, tu crées cette boîte pendant les 5 ans ou t'es sur le territoire? Non. C'est après? Non, dans le processus, après les 5 ans, je prends mes clics, mes claques et je me casse. Je pars aux États-Unis, je pars avec 500 balles en poche, j'ai rien, j'ai de la poudre aux yeux, j'atterris à New York, je suis perdu, première nuit, $124, je comprends qu'il va y avoir un problème. Et c'est là que débute en fait un long chemin de découverte de ce que peut être un voyage en backpack, qui ne l'est pas du tout, puisque tout se termine en expédition extrême en fait, contre ma volonté. Et donc j'ai jamais vraiment réussi à vivre l'Eldorado de l'adolescent qui part avec ses copains ou tout seul, de se dire ah ouais putain c'est cool, on va dans une auberge de jeunesse, on va dans un hostel. Non, très rapidement, ça s'est retransformé vite en survie, et je me suis retrouvé à devoir tenter de me nourrir aux États-Unis. Je me suis perdu, j'ai fait 6 mois de traversée à pieds nus. Enfin, ça s'est transformé en expé. C'était ma première expérience avec l'aventure. C'était donc la première fois que je me suis confronté au voyage, à ce que pouvait être de partir à l'étranger, le rêve qu'on en faisait, le fantasme, et finalement la réalité brutale dans laquelle je me suis retrouvé. Et puis il s'est passé plein de choses hors du commun pendant ces premiers 6 mois aux États-Unis. Je me suis perdu dans les Everglades, j'ai dû survivre pendant 12 jours sans manger, je crois, un truc comme ça. Après, je me suis fait piquer par un scorpion dans le Grand Canyon, je me suis fait tirer dessus au Mexique. Enfin, en fait, vraiment rien de normal. Et là, j'ai compris que finalement, il y avait une fibre de quelque chose qui m'animait et qui pouvait être légal, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que c'est... Allez, faisons de la psychologie rapide et un raccourci, mais est-ce que le fait que ce soit pas dur, c'était trop facile? Ouais, je pense, ouais. Ouais, après, moi, je suis un mec dans la difficulté. Je me suis fait... Avec l'âge, maintenant... moins, mais je suis quelqu'un qui a besoin de me confronter à... Parce que t'as dit pas de chaussures. Comment on termine sans chaussures? Parce qu'on n'a pas envie d'être rentré dans le système, on n'a pas envie d'être comme tout le monde. Je pense qu'au début, ça part d'un petit côté anarchiste, de se dire non, j'ai pas envie d'être comme les autres, je veux me distinguer, je suis libre en fait. Et par quoi passe notre liberté aujourd'hui? Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais à cette époque-là, quand on contrôle ta vie, on contrôle tes comptes en banque, on contrôle ton téléphone, on contrôle quand c'est que tu sors de chez toi, et plus encore pour moi, où je dois signer, je dois dire où je vais, je dois demander des autorisations, et où là où tu te sens hyper fliqué, forcément, qu'est-ce qui te reste vraiment, profondément? Il te reste toi, ta manière de t'habiller, ta façon de parler, ta volonté ou non de voyager, et ta manière d'aimer et de mener à bien ta vie, mais il te reste rien d'autre. Pourquoi les États-Unis? Ça se fait comme ça. Je crois que c'est un fantasme, un rêve de gamin que j'ai. Je participe à un concours, je remporte un concours, j'ai l'opportunité de partir là-bas, et puis je pars là-bas. Quand t'es là-bas et que tu vois que il t'arrive tout ça, tu dis qu'il y a peut-être un truc à faire. Le projet, à un moment, ça devient quoi à ce moment-là? Le projet, c'est pas de projet. Le projet, c'est d'essayer de récupérer mes 6 années d'enfermement. Ah, c'est le rattraper le temps perdu?
profiter de la vie en fait, être libre quoi. Je veux dire, et je pense que ça c'est un message qui est très important. Tu peux pas savourer ta liberté à sa juste valeur si on te l'a pas enlevé. Et les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui la chance qu'ils ont de marcher dans la rue tranquillement. Évidemment, ils n'ont pas fait de conneries, mais d'être libre, il y a plein de pays dans le monde où on n'est pas libre. Et on rentre pas dans un pays dès sa naissance en étant libre. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de rattraper cette liberté qui m'avait été enlevée pendant de longues années. J'ai presque envie de dire finalement, heureusement que t'es allé en prison en fait. Ouais, c'est ce que je te disais, c'est que c'est cet élément-là qui m'a un petit peu dimensionné sur ma vocation à profiter de la vie. La suite. Si on connaît ton parcours, on sait qu'il se passe plein de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe? Que là, on connaît un peu l'historique de Laurie. Il y a plein d'éléments et je vous invite à aller voir le podcast et tout ce que fait Laurie sur Insta et un peu à droite à gauche. On a beaucoup de chance de t'avoir. Je me rends compte de plus en plus en discutant avec toi. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour Laurie? Qu'est-ce qui se passe après? Après les États-Unis, plein de choses. Je finis en Colombie, je rentre, je m'étais inscrit dans une école parisienne, donc c'est aussi ça, sur cette dimension des chocs en fait, où je me suis inscrit dans une école de cinéma. Moi, j'ai toujours été passionné de cinéma et je le suis encore. C'est quelque chose qui m'animait énormément. Très cinéphile, j'aime beaucoup. Donc je m'inscris dans une école pour faire de l'acting. Je rentre à Paris, je débarque pieds nus à Paris. Avec tout ce que ça représente. Énorme difficulté. Tu leur dis? Tu leur racontes ton parcours ou tu débarques en disant je vais faire de l'acting Non, je dis rien à personne. J'arrive, je débarque. J'ai pas d'appartement, j'ai pas de contact, j'ai pas de chaussures. Punchline. Genre, ça pourrait être le titre d'un film. Je me retrouve donc à Paris, sans rien, avec cette école que j'ai déboursée. Il faut que je me trouve un boulot, donc je commence à travailler sur des salons. La nuit, je travaille, je fais le nettoyage des salons industriels, des trucs des automobiles, des machins et tout, des grands salons entre Paris et la Belgique. Très rapidement, je monte en grade, on me donne des responsabilités, je finis par avoir un scooter, dormir dans le garage du scooter que le mec me donne en plein milieu du Paris. Je tombe malade, voilà, forcément hygiène de vie pourrie, c'est un peu rebelote on va dire. Petite question, parce que je connais la situation de essayer de trouver un travail quand on n'a nulle part où habiter. Tu fais comment pour le... Un enfer, hein. J'essaie d'être logé, je retrouve des vieilles connaissances. Même pour les fiches de paye, pour les endroits où t'habites, tout ça. Ça me parle pas du tout ça. Ah, il y avait pas de fiche. Non, mais c'est plus même, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je mettais des fausses adresses tout le temps. Okay, c'est le fil rouge de ma vie. Hein, ça, ok, d'accord. Donc aujourd'hui encore. Parce que je sais que c'était genre. Je comprends pas du tout cet univers. Genre le fait de n'avoir nulle part où habiter et de pas pouvoir dire. Mais tout est compliqué aujourd'hui. Ouais. Tu veux un appartement, il te faut la couleur de ton slip, ta grand-mère qui est garant, 8 fois le montant du loyer. Moi, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas ça. Moi, c'est ça qui me tend particulièrement, et donc du coup, c'est ce qui fait que je suis complètement désociabilisé d'un système classique. Mais surtout, t'arrives, non, sans forcément donner d'adresse, sans forcément donner des trucs, t'arrives à quand même avoir même. Oui, on n'est pas obligé de rentrer dans les clous. Encore aujourd'hui, hein, je rentre pas du tout dans les clous, et c'est tant mieux comme ça. Père de ouf, je galérais, je vois très bien cette situation de dire, tu vois, pour trouver un travail. Ouais, non, mais même là, je viens de déménager, je gagne très bien ma vie. On a besoin de savoir la couleur de ton slibard, quoi. Ouais. Moi, ça me tue. Donc, t'arrives à Paris, acting, pas de chaussures, pas d'appart. Comment ça se passe? Mal, au point que je rentre chez moi, retrouver ma famille, et c'est là que je monte cette fameuse société dans le bâtiment, et je trouve un créneau assez ouf puisque je construis des maisons à faible demande énergétique qui étaient très en vogue à l'époque. Donc, je saisis tout un marché sur le Nouvelle-Aquitaine. La boîte explose, j'ai 50 salariés, je deviens un chef d'entreprise propre, légal, et je découvre l'URSSAF. Ah là, ouais, ok, genre le choc de la réalité de l'URSSAF, ça fait mal. Juste avant d'aller sur ce sujet-là, t'es là à ce moment-là, t'es en couple, parce qu'en fait, tu racontes la même histoire, tu dis t'es solitaire, mais t'arrives. Non, ça c'est pareil. Franchement, je peux t'en parler, mais c'est tellement trop long. Je vais essayer de résumer au plus simple, mais encore un peu de temps si tu veux citer. En gros, à 16 ans,
Je tombe fou amoureux d'une fille de mon collège. Elle a 14 ans, moi j'ai 16 ans. Je suis déjà plus au collège, mais je l'avais rencontrée quelques années auparavant. Je tombe fou raide dingue de cette femme, de cette jeune fille, qui est mon premier grand amour. Moi, j'ai toujours été persuadé que c'était la femme de ma vie. Mais elle, plus mature, elle a toujours mis de la distance, même si elle était très amoureuse, elle a toujours mis de la distance sur oui, mais j'ai quand même envie de profiter de la vie, je suis jeune, donc non, en fait. Pendant 10 ans, où qu'elle soit dans le monde, je l'ai retrouvée et je lui ai dit, je suis persuadé que c'est la femme de ma vie. Pendant 10 ans, elle m'a dit non. Jusqu'à qu'un beau jour, je décide de me dire que c'était la dernière fois que... Donc la dernière fois, je me rappelle très bien, c'était à Miami, je la retrouve à Miami, je vais à Miami, en bas de son hôtel, pieds nus, et je lui dis, t'es la femme de ma vie. Elle me dit, avec les yeux brillants, je trouve ça hyper beau, mais je suis encore jeune, c'est pas le bon moment. À partir de là, je prends une décision de refaire ma vie. Et donc, je construis une famille avec la mère de mes enfants. J'ai 2 petites filles, incroyables. Je passe 11 ans avec cette femme, jusqu'à que le reste de mes aventures crée une certaine distance, puisque je suis très peu à la maison et que je comprends que ça soit difficile de vivre avec un fantôme. Je suis un vrai courant d'air, je pars beaucoup en expédition. Et puis, à la séparation, eh bien, je retourne voir cette fille. Je la retrouve encore une dernière fois et je lui dis bon, écoute, c'est la dernière fois, ça fait 20 ans que je te cours après. Je suis persuadé que t'es la femme de ma vie. Et on s'est remis ensemble. Ça fait 2 ans et là, je pars le mois prochain en Polynésie lui demander sa main. Elle le sait ou tu balances ça comme ça là? Non, elle le sait pas. Ah ouais. On a une excuse de fou, putain. Donc t'arrives quand même à créer une relation avec quelqu'un et de fonder une famille. Ça reste c'est une perf quand même. Grosse perf. Ouais. Énorme perf, surtout quand tu sais de là où je viens. Ouais. Forcément. Quand tu sais l'enfance que j'ai eue, le schéma parental, la vision que j'en ai, énorme perf. Et puis cette déception amoureuse a considérablement détruit ma vision du couple. Donc toutes les relations que j'ai eues après, ça a été très dur. J'ai décidé, entre guillemets, de plus jamais me faire avoir. Donc j'ai baisé avant de se faire baiser. J'ai été affreux avec énormément de personnes. Je suis d'ailleurs désolé. Mais il a bien fallu que je survive à ça et que j'ai plus la possibilité de me faire avoir. Donc j'ai été très dur pendant des années. Et donc créer une famille, ça a été vraiment un travail de ouf. La mère de mes enfants et moi, on voulait des enfants, donc il y a pas de souci là-dessus, mais elles ont 9 et 7 ans aujourd'hui. Ça reste un travail de tous les jours et qui en plus a une très grande place dans ma vie puisque je prends très à cœur mon rôle de papa. Forcément, on va parler de ton papa, parce que dans le reportage et dans la manière dont tu vois les choses, ton papa violent, forcément, dans tes expéditions, se passe quelque chose que tu fais, et je pense qu'il y a un peu l'acte qui aussi est... Est-ce que c'est noble? Je sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas, tu donnes l'opportunité de changer l'histoire à un moment. Tu peux nous en parler? C'est même pas que je donne l'opportunité de changer l'histoire, c'est que je décide de changer l'histoire. Ouais. C'est pareil. C'est pas une opportunité. Une opportunité, c'est quelque chose qu'on saisit, alors que là, c'est quelque chose que je provoque. C'est complètement différent. Moi, je pars du principe que, quelles que soient les erreurs qu'on a pu faire dans la vie, sauf contre-indication, rien n'est impardonnable. Je suis devenu un homme, j'ai grandi. Et après tout ce qui s'est passé avec mon père, j'avais cette volonté de le pardonner. Ça a commencé quand j'étais en détention, mais entre vraiment mon premier geste de demande de pardon et d'excuse, c'est passé 5 ans. C'est un long processus, le pardon quand même, qui prend beaucoup de temps.
Et de fait, je lui ai dit un jour, quand tu vendras et que tu arrêteras ton boulot et que tu achèteras un bateau, ben, je serai là pour être avec toi. Dès que tu prends la mer, je t'accompagnerai. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, j'ai acheté un bateau, je vais prendre la mer. Mon père, c'était quelqu'un de très seul. Donc, il parlait pas beaucoup. C'était déjà un effort que de me dire ça. Et donc, j'ai pris un avion, je l'ai rejoint, et on est montés tous les deux sur un bateau. Et on a traversé l'océan Atlantique. Tu faisais quoi à ce moment-là de ta vie, toi? J'étais déjà dans mes expés, je faisais plein de choses, je voyageais déjà énormément. Mais c'était une priorité pour moi de me réconcilier avec mon père. C'est un processus que j'avais déjà entamé. Il m'avait rejoint en Asie. On avait déjà essayé de renouer des contacts. Ça avait très bien marché. Et c'était la suite logique un petit peu de vraiment enterrer la hache de guerre. Et donc, cette traversée, nous sommes partis du Cap-Vert et nous sommes arrivés en Guadeloupe. C'était 14 jours de traversée, très engagés, durant lesquels on a failli couler 2 fois. Mais tous les deux, vous aviez des compétences pour... Tous les deux, on avait des compétences de de marin. skipper, Ouais. Mais la compétence qu'on n'avait pas, c'était de se régler tous les deux sur un bateau. Après une vie comme celle-là, finir à deux sur une coquille de noix en plein milieu de l'océan Atlantique, ça reste un gros challenge. Oui, et surtout que là, pour le coup, là, tu dors plus, donc skipper, c'est bien. Ouais, non, de pas dormir, pour le coup, en tout cas, le sommeil polyphasique, pour le coup, t'es pas... Ça, c'est pas vraiment le problème. Le vrai problème, c'est de se regarder droit dans les yeux avec son paternel et de se dire Puis là, c'est... ok, là, t'as merdé. Là, j'ai merdé. Maintenant, on va se régler et on va se dire la vérité, on va se dire les choses. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand on est arrivé de l'autre côté... T'as un moment en particulier sur ce bateau que tu vois switcher ou Non, mais ce bateau, enfin, je dis ça avec beaucoup d'émotion parce que je souhaite ça à tout enfant au monde en fait, de partager sans la difficulté qui est là avant, mais de partager un tel moment avec un de ses parents, c'est hors du commun. Il y a plus rien qui compte, ça devient ton ami en fait. C'est plus ton père, c'est plus quelqu'un qui te donne des instructions. À partir du moment où moi je suis devenu un homme, j'ai compris justement que l'éducation, c'est plutôt moi qui allais prendre le relais sur les changements de génération, sur la technologie, que c'est moi qui allais éduquer mes propres parents, et de se retrouver en plein milieu de l'océan Atlantique avec son père et à se dire des choses, regarde la Voie lactée, je vais t'apprendre ci, je vais t'apprendre ça, et d'avoir une relation en fait, celle que j'avais jamais eue d'un papa et de son fils. Et d'avoir des moments d'émotion hors du commun, et je me rappelle ce moment qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, quand on arrive de l'autre côté, qui me dit mon fils, on a réussi, tu es un bon père, tu es un bon fils, je t'aime. Première fois qu'il te dit un truc pareil? Il n'y a plus rien à dire, je crois. Ouais. Première fois, et puis seule fois de toute manière, et puis je crois que le job est fait, comme on dit. Après ça se passe comment? Parce que moi je connais l'histoire, mais ça se passe comment avec ton papa? Après ça se passe bien dans un sens et mal dans un autre, puisque c'est le moment où ce que je raconte dans le 7 à 8, le moment où je peux retrouver mon père, c'est le moment où je dois lui dire adieu, puisque mon père se fait diagnostiquer un cancer du pancréas, stade terminal. Et mon père est décédé en juillet de cette année. Ok. Donc, ça reste dur. Parce que c'est très frustrant. Ça, c'est le premier des sentiments. C'est que tu te dis, putain, j'ai charbonné toute ma vie pour en arriver là. Et ce moment que je génère, qui est beau et qui est passionnel et qui est intimiste, c'est un moment où qu'on m'enlève. Donc c'est très frustrant et à la fois c'est très beau puisque j'ai pu accomplir ce que tout enfant rêverait d'accomplir avec son père qui a eu une situation similaire. Donc le pardon, l'acceptation, ce chemin de la résilience aussi, et puis cet amour, ces mots, et puis cet accompagnement, puisque j'ai accompagné mon père jusqu'à son dernier souffle. Obligé, là je vais te partager un truc perso. Moi
mon père, il est pareil, violent, hyper violent, mais violent, je pense on est sur quasiment les mêmes degrés. C'est physique, c'est physiologique, c'est psychologique, c'est des droites, c'est des enfermements, c'est du gros truc. Sauf que moi, je dis souvent, et je pense que ça va te dire, putain, peut-être que je me trompe, mais malheureusement, c'est pas changeable. Moi, il est décédé, il s'est suicidé. Et en fait, ça a été presque le plus beau cadeau qu'il m'ait fait quand j'étais jeune. C'est qu'il a stoppé il a stoppé la sentence. En fait, l'hémorragie, quoi. Ouais, il a stoppé en disant, quand il est décédé, j'ai fait, genre, ça a été hyper triste. Mais en même temps, je me suis dit, genre, terminé, quoi. Genre, c'est officiellement terminé. Ça ne se reproduira plus, ou sera plus jamais aussi violent. Je sais pas, avec un peu de recul. Moi, personnellement, pas du tout. Ça m'a pas du tout fait ça, puisque oui, toi, comme j'ai entamé ce chemin du pardon, et que tout le monde y a mis du sien, et qu'on s'est retrouvé à pouvoir partager des moments d'amour en toute simplicité, forcément t'as envie, bien sûr. Tu commences à le toucher encore une fois, mais c'est un peu ce schéma qui revient, où on te donne un peu de liberté, et puis finalement tu peux toucher quelque chose des doigts, et puis tu peux jamais vraiment l'attraper. Et là, encore une fois, grande leçon sur la vie, sur la mort, sur le choix d'un homme de partir avec honneur, voilà, sa volonté de pas finir à l'hôpital, et puis nous, là derrière, avec l'envie d'avoir quelque chose en plus, mais qui ne se passera pas. Moi, forcément, ça me touche personnellement, ton histoire. Je me rappelle quand j'avais regardé, on avait ton reportage. C'est ma femme qui me regarde, il me fait, je pense qu'un jour, il faudra que tu discutes avec cette personne. Il y a beaucoup de similitudes, et en même temps, il y en a tellement plus dans nos vies sur beaucoup d'aspects. On va aller sur l'aspect de l'exploration, parce qu'aujourd'hui, tu t'as réalisé et tu réalises toujours des trucs complètement dingues. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais? Mon métier, qui est un métier peu connu, et qui est aventurier, explorateur, consiste à relever des défis sportifs extrêmes, la plupart du temps en solitaire, dans les endroits les plus reculés du monde. Ma particularité à moi, c'est que j'évolue aussi bien dans l'extrême froid que dans l'extrême chaud, que dans des climats tropicaux, subsahariens ou sur l'eau. Donc, en gros, je n'ai aucun chemin de prédilection, c'est-à-dire que je suis moyen partout et je n'excelle dans aucun domaine. Je peux survivre dans n'importe quel endroit, mais je ne suis ni le meilleur alpiniste, ni le meilleur marin, ni le meilleur skieur. Je suis juste bon, passable, moyen, partout. Et c'est ce qui me permet de relever des défis tous plus fous les uns que les autres. Et là, récemment, donc, ça fait maintenant de nombreuses années que je fais ça, que j'ai des records du monde, de traversées de glaciers, de déserts. Voilà. Le saint patron, c'était Mike, qui a fait la préface de mon premier livre. Donc, je suis un petit peu comme le nouveau. Tu sais comment je te présente quand on a dit Louri, que les gens, j'ai dit j'ai Louri, il fait quoi? C'est un peu genre style le Mike Horn FR. C'est un peu ce que je dis rapidement. Est-ce que la comparaison elle est bonne ou pas? Oui, elle est très bonne, puisqu'on fait le même métier. Juste, il a 20 ans d'avance. On est dans une autre génération. Mais voilà, nous, on a encore ce côté très puriste de mener des expéditions qui sont assez authentiques. Voilà, nous, en tout cas, moi, j'ai cette volonté de pas dénaturer les missions que je fais, c'est-à-dire que je fais pas le tour de mon lac et que j'en fais un film, ou que je vais pas me mettre dans un igloo en plein milieu des Alpes sous prétexte que c'est intéressant à mettre en image. Voilà, je suis pas un youtubeur, je suis vraiment un aventurier, je mène des missions. Là, je viens de réaliser 3500 km sur la banquise face à des températures qui sont allées jusqu'à moins 66. 3 mois en solitaire sur la glace du pôle Nord, et c'est mon travail. Qu'est-ce qu'on fait quand on est là-bas pendant 3 mois? Qu'est-ce que toi tu fais? Par quoi tu passes, ou quelles sont les émotions que tu vas chercher en faisant ça? L'Expé, c'est un univers que j'apprécie particulièrement, puisque c'est tout ce que j'ai désiré dans ma vie légalement.
l'adrénaline, la prise de risque, la construction d'un projet, l'entrepreneuriat. Ça englobe énormément de choses et des valeurs qui me font du bien. Ça, c'est la première chose. Et surtout, c'est aussi un long chemin d'introspection. Quand on passe 12 à 18 heures en solitaire sur la glace, on a du temps pour réfléchir, on a du temps pour penser à soi, pour penser à quelles sont les choses les plus importantes dans sa vie, ses enfants. C'était une double mission, celle-là particulière, puisque finalement je suis parti dans cette réunion familiale en sachant que mon père pouvait partir à tout moment, avec une décision, puisqu'une expédition comme celle-là, c'est une expédition qui coûte 1 million d'euros, 24 mois de préparation. Forcément, je me suis posé des vraies questions si je pouvais abroger cette mission ou non. Et d'un commun accord avec toute ma famille, on a décidé que je pouvais partir, que mes frères allaient s'occuper de mon père pendant cette période-là. Mais autant dire que, pour donner une image de comment se passe une expédition polaire, tu progresses sur la glace. Donc en gros, la banquise, c'est l'océan qui s'est transformé, qui est passé de l'état liquide à l'état solide. Donc en gros, je marche sur l'eau, je fais du ski sur l'eau. Là, je suis avec une énorme voile de kite pour essayer de progresser plus vite, pour battre un record du monde, pour tenter d'établir un nouveau record du monde. Et c'est 12 à 18 heures d'effort par jour. Je consomme environ 9000 calories journalièrement. C'est des températures extrêmes, des ours, des loups, un climat, comme son nom l'indique, la banquise, c'est quand même un élément qui flotte donc sur l'eau. J'ai rencontré un milliard de problématiques, et au milieu de tout ça, ma vraie survie, c'est de savoir si je vais avoir des nouvelles de mon père au prochain ravitaillement. Ok. Donc c'est ça la difficulté de cette expédition-là, c'est que ce qui devrait être incroyablement dur, la survie, réussir à rester en vie face à tous ces éléments, passe en second plan, puisque le premier plan, c'est est-ce que je vais avoir mon père au téléphone au prochain ravitaillement. À aucun moment tu te dis il est possible que ce soit la dernière expédition, le dernier moment, genre ça te traverse pas Bien sûr, l'esprit? Ça me traverse l'esprit, ça peut être la dernière fois que j'entends sa voix. À chaque ravitaillement, moi j'ai l'impression que je dois lui dire adieu, donc ça c'est très dur. Et puis c'est une expédition où je prends énormément de risques. C'est une manière pour moi de me confronter aussi à la mort. J'ai besoin de cet exutoire pour passer à travers le deuil de mon père, donc c'est aussi une manière pour moi d'accomplir une forme de deuil du vivant de mon père, donc c'est un peu particulier. C'est un concours de circonstances qui fait que forcément c'est doublement dur. La distance, le fait de savoir si je vais le revoir ou pas, faire venir la famille. Au milieu de tout ça, j'ai des enfants, j'ai une femme que j'aime, donc il y a une dimension qui est très dure au niveau émotionnel. Moi, je suis taillé pour ça, donc ça va, mais ça reste sans hésitation l'expédition la plus difficile à tout niveau de toute ma vie. C'est celle où tu perds un peu, tu perds la vue. Il y a un moment, tu perds la vue là. C'est celle-ci où t'es limite aveugle, là, genre à un moment là. Ouais, je perds la vue pendant 4 jours à la suite d'un tir de sommation face à une attaque d'ours. Et donc d'ours blanc, oui. Ça paraît évident, mais juste quand on dit ça, Non, mais c'est vrai que quand on n'est pas dans mon écosystème, en fait, moi, je suis complètement détaché. Enfin, j'ai une autre réalité. Ouais. Donc, forcément, j'aborde tous ces sujets avec beaucoup de calme, sérénité, et puis voilà. Mais effectivement, on parle d'une bête qui pèse 1,5 tonne, qui est énorme. C'est un des plus grands prédateurs. C'est le plus gros prédateur au monde. Voilà. Je suis sur la banquise. La bête peut atteindre jusqu'à 1,5 tonne. Ça peut être des monuments énormes. Ça se met sur ses pattes arrière, ça peut faire jusqu'à 2,50 m. Donc c'est très 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 impressionnant. Et je me fais attaquer et donc je tire une bastos et quelque chose se met dans mon œil. Je saurais jamais en fait si c'est une ophtalmie des neiges aiguë ou si c'est un débris de cartouche. Mais je perds la vue et je termine mon expédition avec un seul œil. Franchement, je suis en train de me dire, imaginons, forcément, je pense que les gens, quand ils disent ça, on se projette. Là, à ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête ?
je suis quelqu'un de très calme. Je m'énerve très vite, mais face à des dangers, je suis un garçon je suis très directif. Je suis dans la survie pure et dure. Je sais ce que j'ai à faire, je sais comment je dois le faire, je sais ce qu'il faut que je mette en place comme protocole. C'est très militarisé en fait finalement. Donc je panique pas. Je comprends que je suis en train de perdre la vue jusqu'à un moment donné où j'y vois plus du tout. Donc ça me demande beaucoup d'énergie puisque je travaille que d'un seul œil, ça me fatigue 3 fois plus, ça réduit mon champ de vision, je peux me faire attaquer par des ours à tout moment, donc c'est vraiment une dimension qui est très très dure, mais je lâche pas et c'est comme ça que j'atteins le prochain ravitaillement. Et arrivé au prochain ravitaillement, il se passe quoi? Régulièrement, je finis à l'hôpital, hein, il faut le savoir. Bon, ça, les gens ne le savent pas dans une expédition, mais j'ai eu beaucoup de problèmes liés à tout ce que j'ai traversé. J'ai eu des œdèmes énormes aux pieds qui m'ont empêché de marcher pendant 4 jours. Je suis devenu aveugle. J'ai eu 2 côtes pétées. Je me suis fait traîner avec ma voile de kite sur des centaines de mètres en tapant des champs de Pâques. Les champs de Pâques, c'est quand la mer se transforme de l'état liquide à l'état solide, ça fait des espèces de relief tranchant qui sortent de l'eau. Enfin voilà, en vrai, j'ai failli mourir beaucoup de fois sur cette expédition. Ça a été très 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 engagé. Mais finalement, quand je suis rentré en France pour accompagner mon père sur ses dernières volontés, j'ai eu l'impression que Arctic Mission, ça n'a jamais existé. Au moment où ce podcast sortira, ce qui est intéressant, c'est que en même temps, il m'est arrivé quelque chose de fou, c'est que j'ai réalisé un film. Donc une prod de cinéma est venue pendant 3 mois m'accompagner sur la banquise, donc il me retrouvait à chaque ravitaillement. Et donc le film, a priori, sortira à Cannes 2024. Quand ça tu balances balance une info de fou là. C'est quand ça sort quand? Pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux rien dire, hein, et c'est vraiment très très confidentiel. Je ne sais pas si ça aboutira, mais voilà, j'ai eu la chance de vivre une autre expérience ajoutée à toutes celles que j'ai citées avant. Donc, réaliser un film en pleine expédition, en train de perdre mon père, voilà, ça a été très dur. Alors, le temps avance. Je sais qu'on a un timing relativement serré. Qu'est-ce qui se passe pour toi pour la suite? Je suis rentré en juin. J'ai enterré mon père en juillet. J'ai tourné mon dernier volet de documentaire Résilience d'un projet que j'ai monté il y a 3 ans où je guide une personne tétraplégique dans plein d'endroits du monde. Voilà, donc ça a été très engagé. J'ai sorti un livre le 6 septembre de cette année. Le documentaire sort le 27 novembre au Grand Rex en diffusion unique cette année aussi. Et j'ai le documentaire que j'ai réalisé l'année dernière avec Mathieu Blanchard, que tu connais, je pense. Mathieu Blanchard. Mathieu Blanchard, c'est un ultra-trailer. Qui est pote avec Stan et tout ça? Oui. Bien sûr. Ok, d'accord. Voilà. Très bien qui c'est. Et donc, on est parti faire une aventure au Canada il y a 2 ans et le film sort cette année. Donc, c'est une année assez chargée finalement, mais normalement, je suis censé être en année sabbatique. C'est-à-dire que là, je suis en année sabbatique. Là. Genre, Louri qui prend le temps, c'est un truc qui est faisable? Ouais. C'est la volonté que j'ai en tout cas. Est-ce que c'est pas finalement le plus gros challenge qui arrive là? Ouais, certainement. C'est la plus grosse difficulté, mais en même temps qui est importante de se dire qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ça, quelle est la morale de cette histoire, d'être parti en expédition avec toutes ces angoisses, d'avoir réalisé tout ça. Pourquoi finalement, puisqu'on est quand même ramené à cette dimension de mort pour laquelle j'ai enterré mon père. Quel est le message de tout ça? Qu'est-ce que j'en tire? Et est-ce que c'est pas justement gérer mon temps d'une autre manière? Moi, j'ai consommé la vie d'une manière très chronophage puisque j'ai toujours eu peur de mourir dans plein de situations différentes. Donc forcément, d'être dans la survie tout le temps, ça m'a... Le plus dur pour moi, c'est de vivre normalement. Et c'est effectivement un de mes plus gros challenges. Finalement, peut-être le prochain stade, ça va t'énerver que je dise ça, mais je vais le dire, c'est l'insertion. Non, je pense que j'y arriverai jamais. J'ai pas du tout cette volonté-là. Mais passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec les gens que j'aime, avec ma famille, ouais, ça c'est une priorité pour moi. Prendre moins de risques aussi, lever un petit peu le pied là pendant un certain temps et faire des choses peut-être un petit peu moins engagées puisque là c'était une année très chargée et elle n'est pas terminée en plus de ça. Mais un peu plus calme, je vais essayer.
Là, quand on écoute ce que tu dis et forcément tout ce que tu as fait, on dirait que c'est un peu genre challenge. J'ai encore déjoué. J'ai encore déjoué potentiellement ce que vous aviez, ce qu'on pourrait prévoir de ce que je vais mettre en place. Ouais, j'aime bien être là où on m'attend pas, ça c'est clair. Donc surprendre dans mes projets, c'est ce qui va se passer. Je vais encore surprendre dans mes projets sur l'année à venir. Il y a plein de choses qui se mettent en place et tout doucement, mais oui, il y a beaucoup de choses. J'ai une grosse expédition qui arrivera dans 3 ou 4 ans. Donc là, qu'on est en train de commencer à monter sur pied, mais un truc très très gros. Certainement la plus grosse expédition de toute ma vie. Là, forcément, il y a une dimension d'être meilleur ou d'être excessivement bon parce que là, tu disais que t'es un excellent généraliste. Ce qui est entrepreneuriat, si on fait une petite, un petit parallèle, mais être très bon, niché, puis après devenir un généraliste, finalement, c'est la meilleure voie pour réussir dans l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu vas pas te nicher, mais en tout cas, tu vas devenir expert dans une thématique particulière? Je suis déjà très niché dans mon domaine. Dans le domaine de l'aventure, je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup de conseils, j'ai plusieurs sociétés aussi. J'ai cette âme d'entrepreneur qui me plaît énormément dans des domaines complètement différents, dans l'IMO, dans la crypto, dans l'accompagnement, des choses complètement vraiment différentes. Mais non, je pense que en fait, je vais rester dans mon jus, faire ce que je sais faire, essayer de prendre le maximum de plaisir, parce que je suis pas du tout animé par l'argent. J'aime en gagner, mais c'est pas ma motivation première, c'est pas ma target. Donc, je vais rester dans cette dimension simple, plutôt rustique, de faire ce que je sais faire. On arrive sur la fin. On va partir sur l'after podcast. La question que je pose pour terminer tous ces podcasts, c'est qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange, Laurie? C'était sympa, franchement ça fait du bien aussi. J'ai refusé énormément de podcasts et j'en refuse vraiment énormément je me doute. parce que je me fais chier pour commencer, ça c'est vachement important. On répète toujours la même histoire, il faut bâcler ça en 45 minutes, ça m'emmerde profondément. Moi, je veux le garder plus longtemps. C'est toi qui veux pas. C'est toi qui as du timing là. Moi, j'aurais adoré que ça dure 1 heure de plus. C'est moi qui ai du timing, effectivement, mais non, je pense que ce qu'il faut retenir de cet échange, c'est cette simplicité en fait de faire les choses comme elles viennent, de comprendre que de toute manière, que ça soit mon sujet ou celui de Monsieur Tout le Monde, on fait face à plein de difficultés, et il faut pas perdre espoir, il faut se battre pour les choses qu'on a envie. Je pense que c'est très très important, et il faut essayer, tomber. Moi j'ai fait ça toute ma vie, et je pense que c'est comme ça qu'on devient meilleur, mais ça m'a fait très plaisir en tout cas de partager ce moment avec toi. Effectivement, c'est moi qui dois partir pour le coup. Attends, il y a l'after podcast. On va terminer là-dessus, mais on va aller sur l'after podcast. Et là, je pense que on va aussi avoir des trucs hyper intéressants. Écoute, on terminera sur cette première partie comme ça. Je te remercie infiniment, Laurie, et surtout à très vite. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.